Lorsque les historiens relatent la Révolution française de 1792, leur attention s'attarde généralement sur ce qui s'est passé dans les rues. Les massacres de septembre, la chute de la monarchie et la ferveur révolutionnaire qui a consumé Paris. Pourtant, la véritable histoire, largement absente des récits révolutionnaires et encore cachée dans les marges des archives, s'est déroulée dans les tours. Tout a commencé par un simple ordre de confiscation. Partout en France, les ouvriers ont reçu l'ordre de démonter les cloches des églises, des cathédrales et des tours civiles du pays afin de récupérer le métal et de soutenir l'effort de guerre. Tandis que la République se préparait à se défendre contre les forces monarchistes, l'objectif était utilitariste: confisquer le bronze, le fondre et évaluer si le matériau pourrait répondre aux besoins désespérés de la Révolution en matière de canons et de monnaie. Mais dès que les ouvriers ont commencé à retirer les cloches de Notre-Dame et d'autres édifices anciens, un événement imprévu s'est produit. Ils ont découvert des mécanismes qui étaient restés cachés pendant des siècles, à l'intérieur des chambres de la tour, à des hauteurs rarement documentées dans les registres d'entretien. Les équipes ont découvert des systèmes acoustiques et des appareils de résonance qui ne correspondaient à aucune méthode de pose de cloche reconnue. Leur configuration était particulière, leur complexité était remarquable, et leur ingénierie ne ressemblait en rien à ce que l'on trouvait dans les manuels de fonderie de cloches de l'époque. Cela ne reprenait même pas la campologie française ou italienne telle qu'on l'entend généralement. Cela n'a jamais figuré dans les proclamations révolutionnaires officielles. Elle n'est pas parvenue aux journaux qui relataient les triomphes de la République. Pourtant, dans la documentation interne de cette année-là, une phrase spécifique revient à plusieurs reprises. Mécanismes imprévus. Complexité excessive. Objectif flou. Le compte autorisé finirait par réduire tout cela à des supports de cloches traditionnels, des mécanismes d'horlogerie abandonnés ou de simples éléments architecturaux décoratifs. Rien de remarquable, rien qui mérite l'attention. Mais les registres des déportations de cette période se traitaient dans des installations gouvernementales opaques alors que Paris célébrait sa libération de la monarchie, révèlent autre chose. Elles révèlent des ouvriers postés à côté de conduits en cuivre fabriqués avec une précision bien supérieure à tout ce que la métallurgie de cette époque pouvait produire. Des composants assemblés avec une telle fluidité que, même à travers la qualité granuleuse des croquis de l'époque révolutionnaire, leur sophistication est indéniable. Des motifs de métal enroulés et des chambres géométriques qui ne ressemblent en rien à une quelconque tradition européenne documentée de suspension de cloches, mais qui évoque quelque chose de plus ancien, de plus mathématique, de plus intentionnel. Et plus il démantelait le système, plus il cessait de ressembler à la campanologie telle que nous la connaissons et ressemblait de plus en plus à une technologie qui avait été utilisée, entretenue et délibérément dissimulée. Dans un premier temps, les équipes de déblaiement ont tenté de tout classer de la manière la plus simple possible. Support de cloche ouvragé, mécanisme de cloche oublié, éléments métalliques décoratifs issus de rénovations antérieures. Mais à mesure que la documentation s'étoffait et que de nouveaux systèmes étaient révélés dans les tours parisiennes, les contradictions se multipliaient. Pourquoi certaines chambres acoustiques ont-elles été conçues avec des dimensions créant une résonance harmonique parfaite à des fréquences spécifiques? Pourquoi certaines bobines de cuivre étaient-elles disposées selon des motifs géométriques, comme si elles étaient conçues pour la distribution d'énergie plutôt que pour la production de son proie? Pourquoi certains conduits se prolongeaient-ils dans les murs de la tour, bien au-delà des limites de toute installation de cloche? Et la question qui troublait même les métallurgistes, les plus conventionnels: pourquoi ces systèmes étaient-ils si gigantesques? Le retrait de la cloche a nécessité des inventaires précis. Pourtant, l'infrastructure acoustique de certaines parties de Notre-Dame, de 100 chapelles et de dizaines d'églises paroissiales semblait conçue pour quelque chose de très différent que d'appeler les fidèles à la prière. Les équipes de démolition ont reconnu entre elles, en privé, que l'ampleur et la sophistication des travaux ne correspondaient à aucune documentation architecturale ou de fondation de cloche. Et même si aucun d'eux n'employait de termes comme technologie de disparition, ils reconnaissaient quelque chose d'aussi inquiétant. Ces systèmes avaient déjà été construits par quelqu'un. Ni cloche, ni instrument de musique. Production d'énergie. À mesure que les disques se multipliaient, le silence s'installait lui aussi. Les rapports sont devenus plus brefs. Les récits sont devenus ambigus. Les croquis ne représentaient plus les perspectives les plus larges des mécanismes.
Puis, à la fin de l'année 1792, les chambres de la tour furent partiellement scellées à nouveau. L'infrastructure restante fut sécurisée là où c'était nécessaire pour assurer la stabilité structurelle. Et une grande partie de ce qui avait été mis au jour fut dépouillée de ses composants et fondu. Il ne reste que des fragments de la documentation, quelques dessins techniques et les récits discrets des archivistes qui ont examiné les dossiers avant que certains ne disparaissent. Mais même de ce qui subsiste, une configuration se dégage des systèmes trop sophistiqués pour toute installation de cloches documentées. Une ingénierie trop précise pour la chronologie admise. Des techniques de construction qui semblent héritées. Une infrastructure qui semble provenir d'une époque technologique totalement différente. Lorsque les équipes de déblaiement ont dépassé les premières chambres accessibles dans les tours parisiennes, les hypothèses étaient simples. Ils s'attendaient à découvrir des appareils standards de pose de cloches. Peu être des mécanismes d'horlogerie abandonnés. Et des traces éparses de rénovation antérieure. Rien de particulier. Rien d'exceptionnel. Mais en quelques semaines, cette hypothèse s'est effondrée. Car, au lieu d'une disposition claire des cloches et des supports, les équipes ont découvert une succession de chambres acoustiques qui ne fonctionnaient pas comme les espaces de la tour d'une cathédrale ordinaire. L'anomalie initiale concernait le réglage. Chaque tour, Notre-Dame, Saint-Saul, Pise, Sandra et des dizaines d'autres semblaient conserver la même fréquence de résonance fondamentale, les mêmes intervalles harmoniques, la même disposition géométrique. Des églises différentes, des bâtisseurs différents, des siècles différents ne devraient pas présenter cela. Des architectes différents, des fondeurs de cloches différents, des siècles différents. Leur construction ne s'effectue pas en parfaite harmonie acoustique avec des structures bâties à plusieurs générations d'intervalle. Pourtant, partout à Paris, ils l'ont fait. Des chambres de résonance d'une cathédrale positionnées de manière à amplifier des fréquences correspondant parfaitement à celles d'une autre église située à 1 kilomètre de là. Des canaux acoustiques alignés avec des canaux situés dans des districts complètement différents. Les cloches conservaient les mêmes proportions dimensionnelles, même lorsqu'elles étaient construites dans des styles architecturaux très différents. C'était comme si chaque tour, qui s'était jamais élevée au-dessus de Paris, reproduisait un schéma de fréquence original. Un schéma qui n'apparaît plus dans aucune documentation architecturale. Plus les ouvriers montaient, plus les chambres devenaient étranges. Au-dessus des plateformes de cloches et des poutres de soutien prévues, ils ont commencé à trouver des structures métalliques qui ne ressemblaient en rien à des appareils de suspension de cloches. Des spires nettement plus complexes. Des agencements géométriques considérablement plus serrés. Des configurations qui semblaient trop précises mathématiquement pour tout ce qui figurait dans la campologie européenne répertoriée. Certaines chambres semblent presque excessives. Espacement de lignes en cuivre à réflexion acoustique parfaite. Exécuté avec une précision qui ne correspondait à aucune des techniques de travail des métaux primitifs documentées. Puis vint une découverte qui déconcerta même les membres les plus traditionnels des équipes de démantèlement. Dépôts cristallins. Formation minérale recouvrant les surfaces métalliques. Substances cristallisées selon des motifs qui ne se développent que sous l'effet d'une exposition vibratoire prolongée à des fréquences spécifiques. Pourtant, il n'existe aucun document historique attestant que ces tours aient produit autre chose que des sons de cloche standards. Aucun enregistrement n'indique un fonctionnement acoustique continu à l'intensité nécessaire à la création de telles formations. Rien n'explique pourquoi des parties importantes des chambres de la tour semblent avoir été soumises à une résonance harmonique soutenue pendant des siècles, voire des millénaires. Les croquis de démolition réalisés en 1792 le démontrent sans équivoque. Des ouvriers se tiennent à côté de mécanismes enroulés si complexes que les hommes paraissent primitifs en comparaison. Des ouvrages en cuivre d'une telle précision que même les ingénieurs électriciens contemporains examinent les dessins d'archives avec étonnement. Des agencements géométriques et des chambres acoustiques qui font écho à des installations technologiques bien plus sophistiquées que tout ce que l'on attribue à la France révolutionnaire. Mais le détail le plus troublant n'était pas celui qui apparaissait dans la documentation. C'est ce qui n'a pas pu être retrouvé dans les archives. Les rapports officiels rédigés dans les années qui ont suivi la confiscation font rarement référence à ces caractéristiques. Certaines illustrations excluent totalement les chambres les plus complexes. Certains systèmes sont décrits de manière condensée avec une terminologie indéfinie, comme éléments décoratifs ou ornements architecturaux. Alors même que les croquis démontrent qu'ils étaient bien plus complexes,
Ce silence est difficile à ignorer, car si ces systèmes de tours appartiennent véritablement à des traditions de fonderie de cloches reconnues, pourquoi n'ont-ils pas été représentés en détail? Pourquoi ces mécanismes acoustiques exceptionnels n'ont-ils pas été enregistrés de manière exhaustive? Pourquoi les dessins techniques ont-ils été dispersés dans les archives révolutionnaires au lieu d'être compilés dans une seule évaluation métallurgique? Même certains composants en cuivre posaient problème des motifs géométriques trop précis, des surfaces trop raffinées, des dépôts cristallins trop uniformes, des formations qui ressemblaient moins à de la corrosion naturelle qu'à un sous-produit d'une transmission d'énergie continue. Cette transmission, selon la chronologie conventionnelle, n'existait pas lorsque ces tours ont vraisemblablement été construites. Ce que les équipes de démantèlement ont mis au jour, ce sont des systèmes qui ne correspondaient ni à la fonderie de cloches française, ni à la campologie italienne, et qui ne correspondaient même pas entre eux au sens traditionnel du terme. Ils constituaient plutôt un vocabulaire technologique particulier, qui semblait provenir de plusieurs périodes, mais qui restait pourtant cohérent, harmonieusement aligné et d'une précision incroyable. La première surprise est venue des chambres elles-mêmes. Il ne s'agissait pas de simples estrades ou d'espaces acoustiques basiques. Il s'agissait de chambres géométriquement parfaites, de pièces aux proportions harmoniques précises, de surfaces en cuivre qui avaient impeccablement conservé leur qualité réfléchissante au fil des siècles, et de systèmes acoustiques agencés avec une cohérence presque semblable aux vestiges d'un réseau de fréquences mètres qui n'existe plus dans aucun dépôt. Certaines chambres étaient entièrement scellées, remplies d'un matériau si compact que les ouvriers pensaient avoir atteint de la pierre massive. Mais une fois forcées, elles ont révélé des intérieurs qui semblaient intacts depuis leur fermeture. Des surfaces en cuivre poli, des agencements géométriques de bobines et des configurations acoustiques qui ont généré plus de mystères que de solutions. Puis est apparue la caractéristique qui continue de déconcerter les chercheurs aujourd'hui, les massifs boîtiers métalliques sphériques. Officiellement, elles ont par la suite été identifiées comme des enveloppes de cloches ou des éléments architecturaux décoratifs. Mais rien en elles ne correspond à la conception caractéristique des cloches ou aux ornements métalliques. Elles étaient trop parfaitement sphériques, trop précisément dimensionnées et trop parfaitement équilibrées. Comme si elles avaient été fabriquées avec des outils capables de maintenir une géométrie parfaite. Certains résonateurs étaient suffisamment larges pour contenir une cloche de taille normale à l'intérieur de leur cavité. D'autres étaient en métal massif avec des structures de cavité interne, presque comme le boîtier des oscillateurs harmoniques ou des dispositifs d'amplification de fréquences. Des ouvriers de 1792 les décrivaient dans leur correspondance personnelle comme des sphères manufacturées. Non pas des cloches, mais des formes géométriques à fonction acoustique, bien que personne ne puisse préciser quelle pouvait être cette fonction. Une autre particularité est apparue dans l'agencement de certains systèmes en cuivre. Ces supports ne se contentaient pas de soutenir les cloches par le haut. Nombre d'entre elles étaient configurées en spirale sans aucune logique architecturale, descendant à travers les parois de la tour, interconnectées entre les chambres ou positionnées autour des résonateurs sphériques en réseau géométrique. Cela a fait naître une possibilité inquiétante. Les cloches là-haut ne servent peu, être pas seulement à appeler les fidèles. Ils ont peu, être servis de composantes visibles d'un système beaucoup plus vaste, dont les véritables dimensions n'ont jamais été documentées, jamais enseignées, ni clarifiées dans l'histoire officielle de l'architecture européenne. Plus les ouvriers approfondissaient leurs recherches sur la musique, plus leurs découvertes devenaient étranges. Les composants en cuivre présentaient des dimensions parfaitement uniformes. Certaines surfaces étaient polies jusqu'à obtenir un fini miroir, raffiné, presque réfléchissante. D'autres présentaient des motifs géométriques, d'une précision telle que les métallurgistes contemporains débattent encore des outils qui auraient pu les créer. Mais la découverte qui a suscité le plus de perplexité fut celle des structures cristallines intégrées au cuivre lui-même. Certaines formations sont apparues, résonantes, vibratoires ou alignées en fréquence. Pourtant, ils étaient situés dans des systèmes vraisemblablement plus anciens que toute science acoustique suffisamment sophistiquée pour produire de tels résultats. L'explication officielle fournie ultérieurement évoque des dépôts minéraux naturels et des phénomènes de corrosion. Mais cela n'explique pas pourquoi les cristaux apparaissent dans le cuivre selon des motifs non pas répartis aléatoirement, mais alignés, géométriques, organisés, comme si le métal avait été exposé à des fréquences spécifiques pendant des périodes prolongées.
Cette diversité de résultats exige une exposition vibratoire bien supérieure à celle des sonneries de cloche. Elle-même supérieure à celle de toute performance musicale et bien supérieure à tout ce qui a été documenté dans l'histoire architecturale européenne. Peu de temps après ces découvertes, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les mécanismes des chambres ont été retirés. Les systèmes ont été démantelés. Des parties complexes des installations ont été entièrement retirées des tours. Une partie de cette ressource a été officiellement désignée comme une récupération de métaux nécessaires pour soutenir l'effort de guerre révolutionnaire. Mais les choix concernant les systèmes à retirer en premier et les composants à faire fondre ont immédiatement suscité des interrogations discrètes parmi les témoins. Car les mécanismes détruits sur le champ étaient invariablement ceux qui contestaient le plus la chronologie officielle. Les résonateurs géométriques, les réseaux de bobines de cuivre, les systèmes à revêtement cristallin, les chambres acoustiques qui semblaient reliées à des conduits s'étendant à travers toute la structure de la tour. Ces conduits constituaient peu être la découverte la plus énigmatique de toutes. Il ne s'agissait pas d'éléments architecturaux choisis au hasard. Il s'agissait d'éléments d'une configuration systématique, d'un réseau de canaux qui ressemblait moins à des détails de construction qu'à une infrastructure. Alignés, calculés, organisés comme s'ils étaient autrefois reliés à un réseau harmonique beaucoup plus vaste, reliant toutes les grandes tours de Paris, et peut être même au-delà, bien avant que toute culture que nous reconnaissons n'ait jamais documenté de tels systèmes. Et pourtant, presque aussi vite qu'elles avaient été révélées, beaucoup furent détruites, leurs composants fondus, leur but inexploré, leur présence discrètement effacée des études architecturales ultérieures. Lorsqu'on examine les derniers mois des confiscations belles de 1792, Usarsos devient impossible à ignorer. L'opération ne s'est pas déroulée naturellement. Cela s'est accéléré, non achevé, non terminé, accéléré. Plus les équipes de démolition avançaient, plus la nature de leur documentation se transformait. Les premières saisies étaient procédurales, presque routinières. Mais à la fin, le langage devient prudent, indéfini et étrangement incomplet. Comme si quelqu'un d'autre contrôlait brusquement ce qui pouvait être enregistré. Et c'est là que commence le mystère ultime, car les dernières salles auxquelles ils ont accédé dans les plus hautes tours de Paris n'étaient pas typiques. Ce n'étaient pas des éléments architecturaux. Ils n'étaient pas décoratifs. On ne pouvait même pas les classer comme appareils de suspension de cloche. C'était tout autre chose. De nombreux témoignages, les rares qui ont subsisté, décrivaient des systèmes qui se transformaient brutalement, passant du reconnaissable à l'inexplicable. Des travaux de cuivre avec des raccords si précis qu'on ne pourrait pas y insérer une lame. Des chambres géométriques formées avec une précision que la France pré-industrielle n'aurait jamais dû posséder. Des résonateurs conçus pour des fréquences bien supérieures à celles produites par les cloches et les conduits qui s'étendaient à travers les structures des tours et disparaissaient dans les murs sous les constructions contemporaines. Mais voici l'aspect qui est toujours occulté. Ce sont les systèmes les plus sophistiqués qui ont été détruits en premier. Les ouvriers ont décrit le démantèlement de chambres entières, le retrait de composants et la destruction d'installations qui venaient d'être découvertes. Ce n'était pas progressif. C'était rapide. Explication officielle, pénurie de métaux. Nécessité militaire. Urgence révolutionnaire. Mais s'il s'agissait uniquement de récupérer du bronze, pourquoi les systèmes les plus complexes, les plus précis géométriquement et les plus sophistiqués sur le plan acoustique ont-ils été détruits en premier? Et pourquoi de simples cloches étaient-elles souvent laissées en l'état alors que des mécanismes complexes étaient priorisés pour la destruction? Cela n'a aucun sens, à moins que ces systèmes de tours ne représentent un danger d'une autre nature. Non pas une question physique, mais une question historique. Car si l'infrastructure des tours parisiennes témoignait réellement d'une ingénierie acoustique dépassant les capacités pré-révolutionnaires, et si certains de ces systèmes ne correspondaient à aucune tradition documentée de fonderie de cloches, alors le récit communément admis du développement technologique européen commence à s'effondrer. Imaginez ce que cela signifierait si les plus grandes cathédrales d'Europe étaient construites autour de quelque chose de bien plus ancien, de fonctionnel, d'ingénieux. Quelque chose que nous n'avons pas construit pour le culte. Imaginez ce que cela signifierait si ces tours n'étaient pas de simples prouesses architecturales, mais les composantes visibles d'un réseau de fréquences continentales antérieures à l'histoire écrite. Et c'est peu être pour cela que les découvertes de 1792 ont été systématiquement détruites. Non pas pour alimenter la Révolution,
mais pour faire disparaître les preuves. Les croquis restants racontent leur propre histoire. Des ouvriers postés à côté de systèmes à l'allure presque technologique. Des agencements géométriques qui reproduisent la génération de fréquences. Des chambres acoustiques trop sophistiquées pour leur erreur présumée. Ce ne sont pas là les types de résultats que les historiens préfèrent clarifier. Ce sont des variétés dont ils préfèrent ne pas parler du tout. Et cela nous amène à la question ultime. Pourquoi les preuves les plus sophistiquées? Les systèmes acoustiques les plus complexes? L'infrastructure, géométriquement la plus précise, ont-ils été détruits de manière si complète, car lorsqu'on prend du recul, la configuration devient évidente. Les chambres de résonance ont été démantelées. Les structures géométriques en cuivre ont été démantelées. Les résonateurs sphériques ont été démantelés. Les conduits à fréquences alignées ont été démantelés. Les systèmes à revêtement cristallin ont été démantelés, et même des portions de la documentation technique ont disparu. Comme si la confiscation avait par inadvertance révélé un chapitre de l'histoire qui n'aurait jamais dû être dévoilé. Un chapitre plus ancien que la monarchie française. Plus ancien que le christianisme écrit. Plus ancien que le récit qui nous a été présenté. Et pendant un bref instant, en 1792, les tours s'ouvrent suffisamment pour le révéler. Mais au lieu de l'examiner, ils l'ont détruit. Fondo. Démantelé. Oublié. Ou on fait semblant de l'oublier. Car si les grandes cathédrales d'Europe ont dissimulé des systèmes de génération de fréquences érigés par une civilisation que nous ne reconnaissons plus, alors la véritable question n'est pas ce qui a été découvert en 1792, mais ce qui reste encore à l'intérieur des tours du monde. Quelles autres églises? Quelles autres structures? Quels autres systèmes acoustiques ont été discrètement détruits bien avant que quiconque ne songe à les documenter correctement? La confiscation des cloches en 1792 n'était pas simplement un effort révolutionnaire de récupération des métaux. Je foute ou n'aperçu. Un bref aperçu involontaire d'une version de l'histoire à laquelle nous n'étions jamais censés assister. Merci d'avoir regardé. Et si cela vous a intéressé, eh bien, il existe beaucoup d'autres villes avec des histoires similaires. Peut-être qu'on se reverra dans le prochain.